terminer notre série sur la lèpre à Madagascar, on va à Antala, au nord de l'île, dans un village qui accueille environ 200 anciens malades. Ils sont guéris, mais chassés de leur famille, de leur village, tant la lèpre continue de terroriser les populations. Ouais, ici, ils sont en sécurité. Reste à trouver les moyens de subsister pour eux et pour leurs enfants. Juste après, nous recevrons le docteur Cauchois, conseiller médical de la fondation Raoul Follereau, que nous avons suivi toute la semaine sur le terrain. Mais d'abord, ce reportage de Jean-Luc Lenné et Stéphane Gioviello. On croyait la lèpre éradiquée, mais à Madagascar, chaque année, le bacille contamine plus de 1600 personnes. Il résiste faute d'hygiène et de dépistage parmi les populations les plus pauvres. La fondation Raoul Follereau, qui se bat depuis 60 ans aux côtés des lépreux, est très présente sur l'île. Elle apporte son aide aux structures de soins et d'accueil des malades qui, même guéris, restent exclus et lourdement handicapés. Nous sommes au nord-est de l'île de Madagascar, près d'Antala, là où le fleuve, la Mamanara, se jette dans l'océan Indien. Près de l'embouchure, le village de Belfort a été créé dans les années 50 par des lépreux, rejetés par leur communauté. Aujourd'hui, il est surtout habité par d'anciens malades et leurs familles. Plus de 200 personnes vivent ici. Le village est soutenu par la fondation Raoul Follereau et par Kala, une autre association d'aide aux lépreux. Josiane a contracté la lèpre à l'âge de 17 ans. Elle est venue s'installer au village de Belfort quelques mois plus tard. C'était en 1996. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis retournée dans ma famille. Mais dans mon village, il n'y avait pas de lépreux. Alors, ils ont tous eu peur de moi. Mes voisins m'ont fait du mal. Ma famille, surtout ma mère, m'a rejetée. Ils m'ont poussée à partir. Alors je suis venue ici. Tout de suite, je me suis sentie bien. Ici, personne ne se moque de moi. Au contraire, c'est très différent de ce que j'avais vécu. On me salue, on me parle gentiment, on plaisante même avec moi. Josiane a trouvé ici la force de se battre contre ses handicaps, de survivre. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Quand cette pépinière a été aménagée dans le village, Josiane a tout de suite participé au projet. Sa passion pour les plantes lui a permis de s'épanouir dans ce travail. Elle est même devenue responsable de la pépinière. J'ai mis des graines d'intia dans l'eau, comme on fait pour l'acacia. Une nouvelle expérience. On va voir. Avec du maïs aussi. Pourquoi pas? Je suis fière d'être la responsable ici, parce qu'autour de moi, les gens sont tous valides. Je suis la seule handicapée. Ces jeunes sont comme mes enfants. Je leur apprends plein de choses sur les plantes, comme la palissandre, le café, l'ébène ou la girofle. Souvent, on vient me voir, même d'autres villages. On vient voir Josiane pour demander des conseils. Mais tous les anciens lépreux n'ont pas la sérénité de Josiane. La plupart n'ont jamais réussi à retrouver du travail. Alors, pour subsister, ils cultivent leurs champs et entretiennent cette plantation de filaos qui leur permettra de faire du charbon de bois et de le vendre. Il faut couper toutes les branches, les petites du bas. Fred vit au village depuis 30 ans. Il s'est marié ici avec une autre malade et a eu 2 enfants. Il était gardien pour la commune d'Antala, mais il s'est fait renvoyer à cause de la lèpre. Depuis, même s'il est guéri, aucun employeur n'a voulu l'embaucher. Ils ont peur de donner le travail aux gens lépreux. C'est une maladie contagieuse qu'ils ont dit. Il faut que tu rentres chez vous. C'est comme ça. Faire loger les enfants, donner à manger aux enfants, c'est très difficile quand on est lépreux. À l'origine de cette plantation, l'association Kala. Sous l'impulsion de Marie-Hélène Camillot, de nouvelles maisons ont été construites et en échange de travaux, les villageois reçoivent une aide alimentaire. C'était pas tout de leur donner un logement digne d'un être humain comme ça a été au départ, parce qu'il fallait donc une réinsertion sociale.
Mais par la suite, vu qu'ils n'ont pas pu étudier, ils n'ont pas d'autres possibilités de trouver leurs ressources quotidiennes, donc il a fallu trouver du travail adapté à leur handicap. Ce que je voudrais arriver, c'est motiver chaque villageois à avoir sa petite forêt. Il faudrait qu'ils arrivent à leur autonomie financière, alimentaire. L'association a aussi créé des écoles, car les enfants d'anciens lépreux étaient rejetés par les établissements environnants. Aujourd'hui, 290 élèves suivent ici les cours qui sont donnés en malgache et en français. Beaucoup viennent des villages voisins et ne sont pas concernés par la lèpre. Une mixité qui permet aux enseignants de sensibiliser les jeunes générations à cette maladie. Bonjour mes enfants. Bonjour mes frères. Aujourd'hui, nous parlons de la lèpre. La maladie de la lèpre est une maladie quoi? Contagieuse. Contagieuse. Comment on dit contagieuse en malgache? Est-ce que vous avez peur quand vous rencontrez un lépreux? Et qu'est-ce qui vous fait peur? Si vous avez peur, alors pourquoi vous venez ici, là où il y a des lépreux? Et s'ils sont guéris, il ne faut pas quoi? C'est ça, il ne faut pas oublier les malades. Ils doivent être soignés et non pas rejetés. C'est clair? C'est particulier ici parce que les enfants voient directement les anciens malades et la souffrance des gens qui atteignent la maladie aussi. Je fais la leçon de sensibilisation parce que j'ai peur de la maladie premièrement. Je fais ça pour diminuer la peur des autres aussi. Même si en 2006, l'OMS a déclaré que la lèpre ne présentait plus de danger d'épidémie à Madagascar, 1600 nouveaux cas sont signalés chaque année et des milliers d'invalides vivent en paria ici. Mauvaise information, système de santé défaillant et peur ancestrale sont autant d'obstacles à la lutte contre cette maladie que seul un vaccin pourrait éradiquer. Avec nous Bertrand Cauchois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau. On vous a suivi toute la semaine sur le terrain. Vous vous consacrez toute l'année à Madagascar ou à également d'autres pays d'Afrique? Non, je me consacre à d'autres pays d'Afrique. La Fondation Raoul Follereau, on intervient en gros dans une vingtaine de pays, essentiellement en Afrique, un petit peu en Asie. Et pour ma part, je travaille en collaboration avec le ministère de la Santé à Madagascar, mais également au Burkina Faso et au Tchad. Et pas mal de réunions en France aussi, puisque j'anime le secrétariat de la commission médicale et scientifique. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de pays, vous disiez, qui étaient concernés par la lèpre dans le monde? Non, dans le monde, c'est environ 120 pays qui déclarent des cas à l'OMS, dont une vingtaine sont, on va dire, hyper endémiques. Les pays les plus touchés étant essentiellement l'Inde, l'Indonésie, le Brésil. Et puis en Afrique, des pays moins touchés, mais un certain nombre déclarent plus de 1000 cas par an. Et dans la zone dont s'occupe la Fondation Raoul Follereau, nous avons la Côte d'Ivoire et Madagascar qui déclarent plus de 1000 cas par an. Alors c'est quand même assez étonnant parce que quand on parle dans la population générale à quelqu'un de la lèpre, il dit c'est effectivement une maladie du Moyen-Âge, personne n'imagine qu'il y a encore des cas. Comment on explique, alors qu'il y a toujours beaucoup quand même de cas dépistés, que ça soit vraiment considéré comme une maladie disparue? Il n'y a plus de cas de lèpre en pays occidentaux, en Europe en tout cas. Donc du coup, on a oublié cette maladie. Et puis, dans les années 2000, on a eu des grandes campagnes d'élimination de la lèpre qui ont été un grand succès. Toutes les associations, les fondations ont travaillé main dans la main avec l'OMS pour faire des grandes campagnes d'élimination. On est allé chercher les cas. Et on a cru à tort que la diminution des cas dépistés allait se continuer. Et aujourd'hui, on constate une stagnation, quoi. Alors peut-être qu'on manque des bons outils. Hein. Les maladies qui ont disparu, on a eu des outils formidables, des vaccins, des traitements efficaces rapidement.
Aujourd'hui, on manque peut-être encore d'outils. Et puis il y a un problème qui est lié au fait que ça commence comme une maladie très bénigne, enfin complètement banale, hein, une petite dermatose, un problème de peau qui est quand même pas la préoccupation majeure quand on a du mal à nourrir sa famille. Qu'en plus l'Organisation mondiale de la santé à un moment avait déclaré que la maladie est éliminée, mais comme problème de santé publique. Et le terme élimination, c'était éradication, et donc il n'y en avait plus, quoi. Donc plus personne s'y intéressait. Pour moi, et ce que je dis n'engage que moi, c'est une terminologie catastrophique. Dans le tout public éliminé, on arrivait à nous dire, mais attendez, moi on me dit, mais tu travailles sur la lèpre, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de lèpre, c'est éliminé. Oui, alors le terme élimination comme problème de santé publique, déjà, alors l'élimination, pas être trop technique, mais c'était moins d'un cas pour 10 000 habitants. D'une part, ça ne représente rien. Éliminer, ça voudrait dire au moins qu'il n'y ait plus de transmission. Or, il y en a encore. Et puis d'autre part, comme vous dites, c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer. Malheureusement, on la diagnostique au stade où la plupart des gens sont déjà paralysés. Comme vous dites, quelqu'un qui a une petite dermatose, il ne va pas aller au centre de santé. Et en plus, quand on a fixé ces seuils d'élimination, on les a fixés par rapport au cas réellement dépisté. Quand on veut interpeller la population sur le sida, on dit on est dans un pays où on dépiste 20 000 cas, mais il y en a 200 000 qui se cachent derrière. Sur la lèpre, on dit il y a 1500 cas, donc la prévalence c'est 1500 cas. Non, c'est pareil que pour les autres maladies, ils s'en cachent beaucoup derrière. Et parce que les malades ne sont pas motivés pour aller se dépister à des stades infracliniques. Oui, mais en plus, c'est quand même dans des pays et ça touche une population qui n'a pas forcément tout à fait accès facilement au système de santé. Qui n'a pas accès au système de santé et qui on a bien vu toute la semaine, c'est vous qui allez les chercher. Exactement, et ça c'est des nouvelles stratégies qu'on met en place, main dans la main avec l'OMS, tout le monde reconnaît les erreurs qui ont été faites, et aujourd'hui on dit il faut aller au-devant des malades. Alors on a des pays où les gens n'ont pas confiance dans le système de santé, et on a des pays où les gens sont à distance du système de santé. Madagascar par exemple, les populations en milieu rural vivent sur des collines, et c'est très difficile. Le ministère de la Santé fait un gros effort pour remplir les formations sanitaires, pour que les soignants aillent dans les formations sanitaires reculées, mais les population, c'est des fois 3-4 heures de marche. Mais quand vous dites qu'on manque de moyens efficaces, d'accord, il n'y a pas de vaccin, mais le traitement antibiotique, il est quand même efficace quasi à 100%. Il est très, très efficace. Il est très efficace. Le problème, c'est que, on l'a dit, les gens ne sont pas motivés pour venir à un stade précoce de la maladie. On se demande même aujourd'hui s'il n'y a pas des malades qui sont contagieux à des stades infracliniques, c'est-à-dire qui sont porteurs de la maladie et qui seraient contagieux. Ça, c'est la recherche qui travaille là-dessus. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, c'est combien de temps, c'est combien de temps le traitement? Vous parlez du traitement. Le traitement dure 12 mois. Regardez en France, nos collègues médecins qui se battent avec des malades, on leur donne 10 jours d'antibiotiques, ils ont du mal à les prendre. Là, 12 mois de traitement, c'est extrêmement long. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur des traitements, élaboration de traitements. Alors, il faudrait trouver des traitements qui se prennent sur des délais plus courts, il faudrait trouver un vaccin pour permettre d'éradiquer. Mais est-ce que les laboratoires sont intéressés et travaillent sur ces nouvelles molécules ? Alors je pense que c'est des sujets que vous traitez plus souvent que moi. Le problème des laboratoires, quelle est la rentabilité pour un laboratoire d'élaborer un vaccin qui va toucher les, on va dire, 220 000 lépreux qui sont diagnostiqués chaque année? Parce que c'est ça, ces 220 000 lépreux. C'est pas rentable. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des donateurs, des sponsors qui sponsorisent cette recherche. Nous, modestement, à la Fondation Raoul Follereau, on soutient actuellement une équipe américaine qui est dans la phase 1 d'études sur un vaccin. Et puis, on essaye de travailler aussi sur l'introduction de molécules pour passer d'un traitement de 12... Parce que le traitement, c'est 6 mois minimum, 12 mois, voire 24 mois dans certains cas. Si on pouvait trouver des traitements et être efficace en 2 mois, ça serait déjà formidable. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'argent. On a bien compris que ce traitement, malgré tout, guérit les patients et qu'une fois guéris, ils ne sont plus contagieux. Est-ce que ça veut dire qu'on ferme des léproseries ? Il faut les fermer. On est tous d'accord avec l'OMS. C'est fini le temps où les malades n'étaient pas guéris, ils faisaient peur à la population, ils étaient contagieux. Aujourd'hui, un malade qui a pris... Ça fait toujours peur, mais un malade, même si le traitement dure 12 mois, un malade, dès qu'il a pris sa première dose de médicaments, classiquement, il est plus contagieux. Donc aujourd'hui, c'est le combat pour les malades en traitement et pour les anciens malades. Il faut les réinsérer, il faut que ces gens-là ils rentrent chez eux, qu'ils aient une activité normale et qu'on ne les isole plus. On les isole plus maintenant. Donc vous allez découvrir des léproseries qui sont vides. Mais quand on voit effectivement, comment c'était au Moyen-Âge où ils avaient des crécelles pour prévenir de leur arrivée, on a quand même l'impression qu'ils sont toujours autant exclus.
Alors ils sont exclus en milieu rural, oui bien sûr, ils sont toujours exclus parce que la population a du mal à intégrer. Le problème c'est que nous on sait que la lèpre c'est une maladie contagieuse. Maintenant il faut apprendre aux populations que cette lèpre c'est pas un sort qui a été jeté, c'est pas de la sorcellerie, le problème c'est ça. Et dans des pays où le niveau d'éducation des gens est assez faible, où la portée des médias est assez faible, toute cette éducation repose souvent sur un système de santé qui a du mal à... Mais c'est vrai, vous soulevez le problème numéro 1 là. Là-dessus, il y a encore des croyances et on rejette encore certains malades. Vos reportages l'ont bien montré toute la semaine. Vous l'avez dit, tout repose sur les dons. L'association Raoul Follereau a un très fort taux de pénétration. Elle est très très connue, hein, cette association. Est-ce que vous arrivez quand même à mobiliser des donateurs pour une maladie que certains pensent avoir disparu, d'autres se disent ça ne me concerne pas assez loin, alors qu'en France ou dans les pays riches, il y a le Téléthon, il y a le sida, il y a tout un tas de... mobilisation. C'est difficile de mobiliser. Il y a cette semaine, avec la journée mondiale, on sait qu'il va y avoir 15 000 bénévoles qui vont s'activer toute la semaine pour dire voilà, il y a encore des problèmes de lèpre. On a des donateurs, mais la lèpre aujourd'hui dans le monde, que ce soit la Fondation Raoul Follereau ou les autres intervenants, c'est uniquement la générosité du public qui finance. Et bien justement, on a besoin de votre générosité, aussi bien pour être bénévole que pour donner de l'argent. Il y en a besoin. Vous allez sur le site de l'association www.raoul-follereau.org. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre action. Belle tribune. Merci monsieur. N'oubliez pas notre rendez-vous du dimanche 20h pour voir ou revoir l'intégrale d'In Vivo dans un documentaire de